Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur les raisons de peindre. Aujourd'hui, je souhaiterais parler du temps. Toujours dans cette démarche artistique que je suis en train d'élaborer. Le temps est une idée importante en fait de ma vie, à savoir que la première fois que je me suis rendu compte de la longueur d'une vie humaine, c'est encore mon père qui m'a donné une image en fait de cette vie humaine. On était en voiture, je sais plus de quoi nous discutions, et soudain il m'a dit, tu sais, la vie d'un homme c'est juste ça. Et il a claqué son majeur et son pouce. Et ça a été terminé. C'était ça la vie d'un homme. Alors cette image, bon, je devais être tout gamin encore, et cette image, elle m'est restée vraiment comme le symbole du temps qui passe à une vitesse fulgurante. Et ça a créé des remous, en fait, par rapport à cette idée de temps assez invraisemblable. Alors mon père était un ancien militaire et donc une des exigences qu'il avait tout le temps, c'était d'être dynamique. Je me rappelle de ce mot-là. Sois dynamique. Il faut être dynamique dans la vie. Donc pour n'importe quoi, il fallait dépêcher, il fallait agir vite. Et donc j'ai pris évidemment complètement le contre-pied de cette injonction. À savoir que je me suis dit, tiens, si la vie est tellement courte, eh ben, autant profiter au maximum de ce capital qui nous est personnel et qui est le temps. Donc ça m'a enclin à dépenser mon temps d'une manière un petit peu particulière, à savoir que ce temps, je l'ai beaucoup utilisé pour ne rien faire en fait. Puisque dans le faire disparaissait le temps. Il fallait surtout ne rien faire pour conserver en fait un rythme de temps qui soit acceptable et en même temps une jouissance de ce temps. Du coup, une énorme ambiguïté s'est présentée à moi dès le départ avec cette histoire de temps. Aller passer du temps à l'école, c'était une catastrophe parce que déjà j'avais toute la route à pied à faire. J'avais le temps qu'il fallait rester assis à écouter l'instituteur raconter ses histoires. J'avais le temps de revenir encore le soir vers chez moi. Et puis après, il y avait le temps des devoirs, il y avait un temps pour tout, alors ça c'est très biblique. Plus tard au catéchisme, quand j'ai entendu ça, je me suis dit un temps pour tout, oui d'accord, mais... donc à chaque fois, on est obligé de dépenser son temps, en fait, pour un tas de choses qui ne nous sont pas vraiment... personnel. Alors j'aurais pu voir les choses autrement et me dire que c'était bien en fait d'apprendre des choses à l'école, que ça valait le coup de passer du temps, ce que j'ai fait plus tard bien sûr. Mais au démarrage, c'était pas gagné du tout avec cette histoire de temps. Alors en économie, c'est pareil. Quand j'ai découvert en fait que la valeur d'un produit quelconque était une histoire de temps également, hein, le temps passé pour un ouvrier, par exemple, pour confectionner un objet, la valeur, en fait, c'était une grande partie du temps de travail qui était inclus dans cet objet, plus d'autres paramètres évidemment, mais cette histoire de temps continuait encore à provoquer des dégâts et une forme de rébellion assez importante. Et donc ce temps, je l'ai beaucoup utilisé aussi pour me promener, pour errer, toujours pareil, je reviens à cette histoire d'errance, mais
j'ai jamais accepté en fait le temps, qu'on pouvait donner son temps comme ça pour gagner quelque chose en fait, pour gagner sa vie par exemple. Ça aussi, cette expression est terrible. Gagner sa vie, ça veut dire qu'il faut gagner sa vie, quoi. Ça veut dire qu'elle n'est pas gagnée tout de suite, hein. Il faut donc aller au charbon pour gagner sa vie. Et ces expressions, alors je ne savais pas que j'étais aussi sensible en fait à ces expressions en fait de la langue française, mais elles provoquaient à chaque fois des ravages incroyables dans ma manière de percevoir le monde. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était sur une espèce de tapis roulant inexorable qui nous emportait vers la mort, et puis il fallait absolument réussir à sauter par-dessus la rambarde en fait du tapis roulant pour trouver son rythme, parce que c'était impossible pour moi c'était impossible d'être passif par rapport à cette histoire-là. Donc du coup, beaucoup de fois, c'est vrai que j'ai sauté par-dessus la rambarde pour voir si je marchais plus lentement, si je m'arrêtais même, pour voir le temps passer, pour bien en jouir en fait de ce temps. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps, par exemple, allongé sur des lits. Et pour m'écouter respirer, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais passer du temps à s'écouter soi, plutôt qu'écouter le brouhaha global du monde entier autour. Alors ça rejoint peut-être une notion d'égoïsme. J'ai toujours eu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Alors c'est sans doute dû à mon éducation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être égoïste. C'est-à-dire qu'il fallait faire les choses pour les autres, tout le temps, pour la famille, et ça c'était un leitmotiv de ma mère qui disait toujours « Ah mais si tu n'aides pas pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, faire ceci, faire cela, tu es un égoïste. » Donc du coup... à chaque fois, c'était perdre du temps pour faire quelque chose. Pour moi, c'était une notion de perte de temps. Alors oui, on peut le considérer comme une forme d'égoïsme et en même temps comme une espèce de survie dans mon univers à moi. C'est-à-dire que je voulais pas être happé par toutes ces tâches quotidiennes, par le monde du travail également. Donc ça explique aussi le fait qu'à un certain moment, l'ennui tombait et qu'il fallait absolument que je m'évade de ces prisons que représentaient mes différents jobs. Et donc, hop, je sautais la rambarde et hop, je me retrouvais hors circuit en fait. Bon, ça durait jamais non plus très longtemps. Puis j'ai toujours eu des boulots pour gagner ma vie, bien sûr. J'ai toujours payé mes loyers autant que je pouvais. Et puis, il fallait bien manger aussi tous les jours. On paye pas de temps, on paye pas en temps. Ça, il faut bien de l'argent pour l'acheter. Alors associé à cette idée de temps, en fait, évidemment, avec toute cette charge, en fait, de cette menace, en fait, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc du coup, sauter par-dessus la rambarde en fait, de ce tapis roulant, c'était aussi se trouver plongé dans l'insécurité totale. C'est-à-dire qu'on sautait en dehors du temps collectif pour ne plus être que dans un temps de la journée, quasiment, du soleil qui se lève et du soleil qui se couche. Retrouver un petit peu ce rythme naturel de la journée. Et du coup, je me souviens en fait que chaque journée qui commençait, alors là c'était vers mes 20 ans par là, je considérais que chaque journée c'était comme une vie. Mais j'essayais pas non plus de faire des vies réussies, c'était pas ce qui m'intéressait parce que je comprenais rien à ce que ça voulait dire non plus, réussir une vie. Est-ce que c'était gagner de l'argent et puis être riche et puis pouvoir le dépenser après, ce qui me paraissait quand même assez simple, comme ça, vu de loin. Ça ne m'intéressait pas spécialement de suivre cette piste-là, quoi. Donc, non, chaque journée, alors chaque matin, voilà, la vie commençait, je la regardais se dérouler,
cette journée. Et puis le soir venait, et alors là, l'angoisse pouvait arriver. Si j'avais pas suffisamment fait de choses pour moi, c'était bien ça la question, c'était est-ce que j'ai fait quelque chose pour moi aujourd'hui ? Si j'avais fait que travailler pour quelqu'un d'autre, même dans ma première vie de couple, en fait, ça a été terrible, parce que même le temps donné à cette vie de couple, pour moi, c'était déjà presque du temps perdu. Bien sûr que j'aimais la fille avec qui j'étais, mais c'était encore pas du temps pour moi, quoi. C'était c'était déjà du temps collectif. Et ce temps collectif me terrorisait, dans le sens où il fallait être dynamique, il fallait avoir des projets. Alors cette histoire de projet aussi, il fallait toujours se projeter dans l'avenir. Donc pour se projeter dans l'avenir, il fallait des étapes. Donc il fallait atteindre, pour aller de A à, je sais pas moi, de A à D par exemple, il fallait obtenir B et C. Et c'était une montagne à chaque fois, de se dire mais tout ce temps englouti dans ce projet, ça va être terrifiant, quoi. Donc du coup, j'ai renoncé à beaucoup de projets comme ça, de couple, par inertie en fait. Parce que la seule solution que j'ai vraiment trouvée pour lutter en fait contre ce temps collectif, ça a toujours été plus ou moins une forme d'inertie. C'est-à-dire qu'on me donnait des injonctions, mais toutes bêtes, fais ceci, fais cela. J'écoutais, mais il n'y avait pas de réaction, en fait. J'intégrais la donnée, mais j'en faisais rien. C'était, comme dirait l'expression, c'était plus fort que moi. Je pouvais pas y aller, quoi. Alors, qu'est-ce qui pouvait me motiver, en fait, pour participer à ce temps collectif ? Sinon, en fait, pour m'extraire de ça, il fallait que j'ai des émotions de compétition, quoi, en fait. Que je ressente une forme de compétition pour pouvoir retrouver ce temps collectif. Bon, j'ai jamais été un compétiteur dans l'âme, et donc ça m'était très difficile. Je me rappelle encore, pendant mes études, quand on devait tourner autour d'un stade, par exemple, pour courir, j'ai jamais été vraiment motivé pour être le premier et arriver tout haletant à la ligne d'arrivée. Moi, j'aimais bien prendre mon temps, voire même marcher, et puis arrêter de courir. Il n'y a qu'à l'armée, en fait, où j'ai commencé à comprendre que courir, si je courais pas, j'étais viré, en fait, de la promotion, en fait, où j'étais, et je me retrouvais en Allemagne, parce que du coup, ça avait une influence sur mes notes, sur mes résultats, et comme j'avais pas du tout envie d'aller en Allemagne, je craignais le froid, du coup, je me suis mis à courir vraiment, quoi, et à être en bonne position, en fait, pour pouvoir me maintenir, en fait, dans les premiers de cette promotion. Mais il fallait vraiment que j'ai la trouille ou une colère particulière, une rage, pour courir. Sinon, de moi-même, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Alors j'ai continué un petit peu après l'armée à courir, parce que c'est comme une drogue, on prend une habitude de courir tous les matins, par exemple, quand vous courez plus d'un seul coup, ça vous fait drôle. Donc vous reprenez les baskets et puis vous allez courir un peu. Il y a un temps d'inertie aussi à ça, c'est-à-dire que le temps de se débarrasser un peu de l'habitude qu'on a pris, ça prend un peu de temps. Donc voilà, j'ai couru un petit peu après l'armée, on va dire 6 mois, voilà. Puis après j'ai arrêté, je me suis dit bon, ça suffit, on va arrêter de courir. Après c'est devenu de la marche, c'est-à-dire que la marche est autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une notion en fait de perte d'équilibre à chaque pas qui a dû me plaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance, on risque de se casser la figure. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'on tient debout, ça m'a toujours épaté aussi, puisqu'on risque à chaque fois de se casser la figure. Donc j'ai expérimenté la marche beaucoup en tant que pour me dépouiller en fait de plein de croyances.
Parce qu'à chaque fois que je me disais mais c'est ça qui me fait tenir debout, c'était pas ça non plus. Et il fallait se dépouiller à chaque fois d'une idée en fait de verticalité. Qu'est-ce qui nous maintient vertical? Alors mon rapport au temps avec la peinture, ça se passe comment? Parce que la peinture, ça demande aussi du temps, bien sûr. Et donc, si j'ai choisi la peinture, au bout de plusieurs expériences, en fait, pour m'exprimer, bon, même si j'ai toujours plus ou moins peint par plaisir, mais en faire une profession, c'était aussi un pied de nez, quelque part, à cette histoire de gagner sa vie, je pense. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus insécurisant, en fait, que d'essayer de gagner sa vie en vendant des peintures. Il n'y a rien d'évident là-dedans. Alors pour réaliser un tableau, j'ai encore raccourci cette histoire de temps réduit à une journée, et en fait, c'est devenu le temps réduit à un tableau. Alors ça ne veut pas dire que je fais un tableau par jour, parfois j'en ai fait, mais des fois même plus, mais c'est pas tout à fait comme ça que j'envisage la chose, c'est-à-dire que c'est un temps personnel que j'investis en fait dans un tableau. Et c'est vraiment que du temps personnel, là, il n'y a pas une histoire de temps collectif, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de prendre le pinceau, de me mettre devant la toile et de réaliser avec mon temps quelque chose. Donc ça change tout en fait dans la perception de l'objet, c'est-à-dire que c'est un objet où j'ai mis mon propre temps et la difficulté a été aussi de trouver la valeur de cet objet puisque j'avais mis ma vie, mon temps dans cet objet. Donc là il n'y a pas de norme en fait définie, c'est-à-dire que comment faire pour vendre un tableau où j'ai mis mon temps. Alors j'ai un peu galéré là-dessus. Et puis finalement, j'ai regardé un petit peu autour de moi, les gens du même niveau, qui faisaient à peu près la même chose, et puis je me suis aligné un peu sur les prix. Mais ce temps, il n'est pas encore complètement réglé, dans le sens où je m'aperçois quand même que j'ai eu beaucoup de difficultés à organiser mon temps en tant que professionnel. C'est-à-dire que pendant une période, je donne des cours également, donc il y a aussi cette partie-là qui est à prendre en compte. Et donc là, je ne peux pas modifier en fait les horaires, c'est-à-dire que j'ai des horaires qui sont établis, les élèves arrivent, il faut dispenser le cours, ils s'en vont, et après je me retrouve dans mon temps à moi. Et ce temps à soi, en fait, pendant pas mal de temps, je ne l'ai pas organisé, en fait. Et toujours pareil, sur la définition des mots, c'est toujours très compliqué. On a l'impression de comprendre un mot, et puis, en fin de compte, on l'intègre avec ses propres données personnelles, et ça vaut de temps en temps le coup d'aller dans un dictionnaire, regarder l'origine du mot. Parce qu'en fin de compte, organiser, moi j'ai souvent considéré que c'était une contrainte, c'est-à-dire qu'il fallait découper du temps pour l'organiser. Donc découper, ça a quand même une notion un peu négative pour moi. De découper du temps, c'est comme découper du saucisson, quoi, en fait. Et ça, je pouvais pas trop l'intégrer. Alors que si on s'attarde sur le mot organiser, vraiment, c'est donner des organes, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir des organes? C'est rendre vivant quelque chose. Donc organiser, c'est rendre vivant son temps. Et ça change tout par rapport à découper son temps. Donc du coup, peut-être que là, on tient une piste et que organiser est beaucoup moins contraignant en fait que de découper. Alors organiser, ça veut dire aussi faire des choix. Et chaque choix, ça veut dire aussi renoncer à quelque chose. Si je peins, je ne regarde pas la télé. Si je marche, je ne peins pas. Vous voyez, c'est à chaque fois des choix qui s'imposent pour organiser en fait le temps. Alors je note sur un papier en fait tout ce que je dois faire et j'essaye de le suivre régulièrement.
Et puis surtout de me faire des feedbacks pour voir si j'ai bien fait les choses. Et je coche à chaque fois que j'ai fait quelque chose. Et quand je ne l'ai pas fait, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. De manière honnête, en me disant tu l'as pas fait parce que ça te faisait chier, tu l'as pas fait parce que tu n'avais pas le temps, voilà. Et du coup, ce feedback que je me fais à moi-même, ça me permet le lendemain de remettre la tâche en route et d'essayer de la réaliser, et souvent ça se réalise. Donc passer du temps à apprendre quelque chose, ça a toujours été compliqué pour moi. Justement dans le sens où ça prenait du temps. Et donc j'ai dû développer en fait peut-être des facultés pour essayer de comprendre le plus vite possible comment faire les choses. Donc alors ça, je retrouve ça dans les différents jobs que j'ai réalisé. J'ai toujours en fait cherché à améliorer les choses que je faisais, enfin améliorer le processus de travail des choses que je faisais. Non pas parce que ça allait me faire produire plus de choses dans un temps imparti, mais parce que ça m'occupait l'esprit déjà d'une, et que j'avais moins l'impression de perdre mon temps en faisant ça. Et du coup, ça faisait aussi fonctionner peut-être d'autres zones de mon cerveau, c'est ce que je pensais, qui faisaient que je faisais appel plutôt à l'analyse et la synthèse bien sûr, mais encore à autre chose. J'arrive pas bien, peut-être la créativité justement, voilà. La créativité, et en cherchant plein de chemins comme ça différents pour réaliser une tâche, je découvrais pas mal de choses. C'est comme ça que j'ai appris l'informatique notamment. C'est pas en me mettant devant un ordinateur en me disant je vais apprendre l'informatique. Non, ça n'a pas été comme ça. C'est parce qu'à chaque fois j'avais un problème particulier à résoudre et j'avais besoin de cet outil informatique, et je l'ai exploré de cette façon-là. Alors il y a une histoire d'urgence qui est toujours associée à cette histoire de temps et d'apprentissage. En fait, me dire que je n'ai pas le temps, ça m'a entraîné à développer en fait des capacités, alors dynamiques, celles-ci bien sûr, mais pour comprendre un problème le plus rapidement possible et en trouver les clés et le résoudre. Donc du coup, ça me faisait rentrer dans un temps particulier qui était un temps accéléré, ce coup-là, et voir tous les possibles d'un seul coup, et voir le meilleur possible. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire avoir une vision d'ensemble d'un problème avec toutes ses conséquences, et puis d'un seul coup avoir l'intuition en fait de la bonne démarche à suivre pour avoir le moins de dégâts collatéraux, si je puis dire. Voilà, donc du coup, ça a bien fonctionné aussi, ça, en peinture, parce qu'en explorant plusieurs médias, je comprenais en fait les tenants et les aboutissants en fait de chaque média, et j'en ai beaucoup joué en fait de toutes les conséquences possibles. Alors si on travaille par exemple à l'aquarelle, il y a tout un cycle de l'eau à respecter par exemple. On peut pas mettre par exemple de la peinture si l'eau c'est pas complètement s'il n'y a pas une surface moirée par exemple, on peut pas remettre du pigment, sinon on contrôle pas bien tout ce qui est je trouve pas le mot. Du coup, ça m'a obligé à trouver en fait à chaque fois les meilleures solutions pour obtenir le résultat. Et alors, en explorant chaque média comme ça, j'ai pu me faire un petit peu un condensé de chaque approche, ce qui fait que j'ai une vision d'ensemble un petit peu de toutes les techniques et de ce qui m'est possible moi de faire avec.
et de pouvoir surtout l'enseigner ensuite aux élèves aussi, parce qu'il y a aussi, alors dans l'enseignement, ça a été aussi un gros travail sur le temps également, de manière à pouvoir expliquer aux gens de manière claire certains processus de travail. Voilà. Donc du coup, il fallait aussi clarifier sa pensée, donc passer un petit peu de temps pour bien choisir sa manière d'exprimer les choses, et puis renoncer à pas mal de superflu. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses sur le temps, j'en aurais encore certainement plein à dire, sur la dilatation du temps par exemple, le fait que le temps peut parfois paraître très long et puis des fois très court. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le temps, peut-être que je le dirai dans une prochaine émission là-dessus. Mais déjà, là, je trouve qu'il y a déjà pas mal de matière, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis ça dépasse bien encore le format. Décidément, j'arrive pas à me tenir à mon format. Et je vais m'arrêter, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une belle nuit, je sais pas où vous en êtes. Moi, il est 3h21 du matin. C'est aussi mon souci global avec le temps qui m'entraîne à choisir la nuit pour réaliser ces émissions très souvent, parce que la nuit, j'ai l'impression que le temps est immense, hein. Et j'ai une autre... peut-être que mon cerveau aussi fonctionne bien pendant la nuit pour ce genre de tâches. Voilà. Merci beaucoup et à demain.